Depuis la révolution industrielle, la relation homme-animal connaît un véritable tournant. Les innovations techniques repoussent les limites du possible, ce qui ne manque pas de soulever de nouvelles questions. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est à quelle place. On en oublie même les conséquences que ça pourrait avoir. L'être humain règne de plus en plus sur le monde. Et en cette époque d'efficacité industrielle, la place accordée aux animaux évolue. Ce n'est pas absurde de considérer son chat ou son chien comme un membre de la famille, voire comme un enfant. Mais c'est un phénomène assez récent. De nos jours, le lien qui unit l'homme à l'animal semble plus fort que jamais. Mais survivra-t-il à l'ère de la révolution numérique ? La poule est l'animal le mieux domestiqué au monde. Pourtant, même si elles sont actuellement plus de 30 milliards sur Terre, le volatile reste bien souvent invisible. À Genk, en Belgique, Koen van Mechelen souhaite remédier à cette situation. L'artiste n'a qu'une obsession, Gallus domesticus, autrement dit, la poule domestique. Une espèce si parfaitement adaptée à l'être humain qu'on ne s'en étonne plus depuis bien longtemps. Mais pour Koen van Mechelen, chaque spécimen constitue un miracle de plumes, de chair et de sang. Une matière vivante pour son art. Elles ont un énorme besoin de liberté. La captivité les stresse. Et ça ne me plaît pas. C'est pour cette raison que je les laisse évoluer en liberté et faire ce qu'elles veulent. Ce coq est magnifique. Je le réserve pour ces demoiselles là-bas. L'artiste belge sélectionne le coq qui servira le mieux son projet. La domestication est une étape cruciale de l'histoire de l'humanité. Ça ne sert à rien de la dénigrer, mais on peut garder un œil critique dessus et reconnaître quand ça va trop loin, quand on s'égare. Son projet, intitulé Cosmopolitan Chicken, vise à réunir le patrimoine génétique de toutes les poules en une seule et même variété. Depuis plus de 20 ans, Koen van Mechelen croise des races de poules provenant du monde entier. Chaque génération ajoute ainsi son génome à la suivante. Ces œufs, par exemple, contiennent chacun les gènes de près de 30 races différentes. Voilà les œufs qui vont servir au prochain croisement. Ils contiennent actuellement la 26e génération de mon projet, la Meckelser arvatica. L'an dernier, j'ai fait un croisement avec une race de poules croate. Et cette année, ce sera avec une race israélienne. Après ça, on aura un résultat parfaitement diversifié. D'après sa théorie, plus il y aura de races, plus le patrimoine génétique de ces poules sera varié. De temps en temps, on doit briser le carcan génétique dans lequel on a enfermé ces poules de monoculture. Il faut apporter du sang neuf à l'espèce. Et pour ça, il suffit de la croiser avec d'autres. On a mis un carcan autour d'un être vivant, mais grâce au croisement, on peut le briser et permettre l'évolution. Koen van Mechelen est un artiste qui travaille non seulement avec les couleurs et les sons, mais aussi avec les gènes. Au bout d'environ 5 jours d'incubateur, de petits cœurs de poussins commencent à battre derrière les minces coquilles d'œufs. Autant l'excès d'attention porté à une poule peut déconcerter, autant ce comportement nous semble couler de source quand il s'agit d'un chien. En effet, comme leur nom l'indique, les animaux de compagnie sont beaucoup plus proches des humains que les animaux d'élevage, comme la poule ou le cochon. Les chiens ont en quelque sorte détourné à leur avantage le processus biologique de réaction des humains envers les nourrissons.
Par exemple, quand une mère tient son bébé et que celui-ci la regarde, son cerveau libère des substances chimiques qui renforcent son lien affectif avec l'enfant. Eh bien, quand un maître regarde dans les yeux de son chien, le processus biochimique est quasiment le même. Certains trouvent ça formidable. Ça montre qu'on peut ressentir la même chose pour nos animaux de compagnie que pour nos enfants. Mais d'autres trouvent ça horrible. Les animaux domestiques sont devenus des sortes de parasites qui ont évolué au point de détourner ce système de réaction des humains face aux bébés. En fait, ils profitent de nous. Ce n'est pas seulement dans nos têtes, c'est biologique. La plupart des gens se sentent heureux quand ils ont la possibilité de vivre avec un animal, en particulier avec un animal aussi sociable et affectueux que le chien. D'après certaines données scientifiques, les gens qui vivent avec des chiens sont même en meilleure santé et se sentent globalement mieux que les gens qui vivent sans. C'est absolument flagrant. On pourrait même aller jusqu'à dire que les gens sans chien ne sont pas tout à fait complets, car l'être humain est fait pour cohabiter socialement avec d'autres animaux que lui, et notamment avec des chiens. Si cette nouvelle forme de cohabitation apparaît d'abord timidement avec l'industrialisation, elle deviendra ensuite un vrai phénomène de masse. Les populations campagnardes migrent vers les villes, et les machines rendent superflu le travail des bêtes de somme. C'est le début d'une nouvelle ère, qui redéfinit totalement la valeur des humains et des animaux. Les grands gagnants sont les nouveaux bourgeois et leurs petits chiens de compagnie qui profitent pleinement de leur villa avec jardin. Pour les classes populaires et les animaux d'élevage, en revanche, c'est une défaite cuisante. Ils se retrouvent parfois, les uns comme bouchers, les autres comme viande, sur les chaînes d'usines qui rythment désormais ce nouvel ordre social. C'est à cette époque que sont apparus ces gigantesques abattoirs industriels qu'on a du mal à imaginer. Sur certaines photos, on voit des moutons alignés en rang d'oignons avec la tête entièrement ficelée, de façon à ce que les employés puissent leur trancher la gorge plus facilement. Ces images ne montrent pas encore les derniers progrès dans la mécanisation de l'élevage, mais déjà les gens trouvent le spectacle insupportable. On aurait envie de leur demander « Mais vous pensiez qu'elle venait d'où, la viande qui se trouve dans vos assiettes ?» L'animal devient un produit industriel, le rouage d'une machinerie complexe mue par l'avidité insatiable des hommes. Désormais, les bœufs et les cochons ne présentent d'intérêt qu'une fois découpés en morceaux. Des troupeaux entiers sont dépecés en un temps record sur des chaînes d'abattage, puis disparaissent dans des boîtes de conserve destinées à nourrir une population en pleine expansion. Pour moi, c'est ça, la conséquence principale de l'industrialisation et de la mécanisation. Avant, on connaissait la valeur des animaux et leurs nombreux avantages. On ne les prenait pas à la légère. On savait pertinemment qu'on avait besoin d'eux pour de multiples raisons, et pas seulement pour se nourrir. Et d'un coup, on en a fait du bétail de boucherie. Il y a eu un changement de paradigme considérable. Un changement de paradigme que Koen van Mechelen aimerait inverser grâce à son art. Dans sa ferme, un poussin qui naît ne deviendra jamais un chapon ni une poule pondeuse, mais un oiseau libre, de son premier à son dernier souffle. De ces animaux habituellement destinés à l'abattoir, il fait des œuvres d'art. Pour moi, c'est de la magie. Il suffit de régler la température à 37,6 degrés et le taux d'humidité à 70%, et 21 jours plus tard, avec un peu de chance, le poussin sort de l'œuf. Pour ça, il perce la poche d'air contenue dans l'œuf, gonfle ses poumons et brise sa coquille. C'est un moment incroyable, entre la vie et la mort. À chaque fois que je l'observe, je me dis, nous les humains, on doit faire pareil. Briser notre coquille au bon moment pour permettre l'évolution. Peut-être que ce nouveau-né va changer l'humanité. Bienvenue dans le monde de l'art. Koen
von Mechelen modifie notre regard sur une espèce qui accompagne les humains depuis au moins 4000 ans. Aujourd'hui, la vie d'une poule se déroule principalement derrière du grillage et du béton. Sans cela, affirme l'artiste, nous ne pourrions pas supporter la vue des conditions faites à ces animaux. Quand on est proche d'un animal, c'est très difficile de lui manquer de respect. Mais quand on met de la distance avec lui et qu'on le confine dans un espace clos, par exemple une grange totalement isolée du reste du monde, on finit par devenir insensible. Au bout du compte, on ne respecte plus la vie. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'on fait fausse route. Et quand ça va trop loin, la nature se charge toujours de nous le rappeler. À l'aube du 3e millénaire, l'être humain a déjà opéré de nombreuses transformations qui se sont avérées désastreuses pour ces animaux d'élevage. Et ce, alors que son propre développement n'a pu se faire qu'en symbiose avec ces mêmes animaux. Aujourd'hui, c'est devenu difficile non seulement de filmer l'intérieur des abattoirs, mais aussi de regarder ces images, sans se dire qu'on n'a absolument pas le droit de faire ça. On a le sentiment que l'abattage crée une sorte de culpabilité, parfois à raison, qui exige en contrepartie une forme de rachat. Dans le nord de l'Allemagne, le centre Land der Tiere, le pays des animaux, constitue peut-être une façon de se racheter auprès des bêtes d'élevage. Ici, on ne castre pas les porcelets, on leur met de la crème solaire pour protéger leur peau qui brûle très facilement. Le Land der Tiere est un refuge qui recueille des porcs, des moutons et des volailles ayant réussi à échapper à l'abattage. Dans ses portraits, le photographe Nikita Teryoshin cherche à immortaliser ces personnalités animales. Pour moi, il s'agit de montrer la réalité de l'élevage industriel. Par exemple, la façon dont on traite les animaux, dont on les transporte. Et tant mieux si mes photos ne semblent pas totalement banales. Et qu'y a-t-il de moins banal qu'un cochon en pleine nature? Lui qui passe généralement sa vie dans un box obscur avant de finir à l'abattoir, puis à la boucherie. Au gré de ses balades sur les terres du refuge, Nikita Teryoshin photographie également les traces de vie de ces anciens animaux d'élevage, tels que cette laine qui jonche le sol de la forêt et retrouve sa place dans le cycle de la nature. Ici, les animaux sont affranchis du rôle utilitaire ou fonctionnel pour lequel ils ont été sélectionnés depuis des millénaires. Outre ces vestiges qui semblent venir d'un autre monde, le photographe montre des animaux autorisés à vieillir, des moutons avec des rides et des cochons sous le clair de lune. Mais il n'en oublie pas pour autant le versant plus sombre de l'élevage. Avec ma série intitulée Hornless Heritage, j'ai cherché à créer une nouvelle image de l'industrie laitière actuelle, à montrer comment elle fonctionne et quelle place occupent les animaux dans cette énorme machinerie. La série photographique, qui a reçu plusieurs prix, s'attarde sur la vie de ces bovins devenus victimes des hauts rendements. Les veaux sont arrachés à leur mère. Les vaches doivent rester gravides en permanence pour pouvoir donner du lait. On leur enlève les cornes. Et si tout va bien, elles peuvent espérer vivre 5 ans au lieu de 25. Le jour où j'ai vu une publicité qui proclamait « Ne laissez pas les vaches gaspiller votre argent », je me suis dit « Il faut que je fasse ce reportage ». Peu importe si je suis payé ou non, c'est mon devoir. Nikita Teryoshin met ici toute sa créativité au service des animaux qui sont soumis à un processus d'exploitation industrielle. Ce qui m'agace, c'est que pour mettre en place une politique éthique envers les vies non humaines, il faut souvent expliquer en quoi cette politique serait également profitable aux humains. J'ai envie de dire, ce qui est profitable aux humains, c'est tout simplement de ne pas se comporter comme des ordures. C'est ça qui nous tire vers le bas. Quand on se comporte mal avec les animaux, quand on fait preuve d'inhumanité envers eux,
ça nous fait du mal à nous aussi. Ça contamine le monde des humains sans qu'on s'en rende forcément compte. Le monde des humains a déjà été contaminé par les poules, au sens propre. Rien de tel en effet que de confiner de gigantesques groupes de volatiles immunodéficients et génétiquement semblables dans des espaces exigus pour provoquer une pandémie. D'autant plus que l'élevage intensif s'accompagne d'un recours massif aux antibiotiques. Koen van Mechelen pense que grâce à leur diversité génétique, ces poules sont mieux immunisées contre les maladies ou l'irruption d'une épidémie. Une analyse de sang va permettre d'apporter quelques éclaircissements sur leur variabilité génétique. Celle-là, c'est celle qui vient d'Israël. C'est une maladie de race pure. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je cherche à déterminer les avantages et les inconvénients des différents croisements chez mes poules. Et c'est en analysant leur sang que j'obtiendrai les réponses. Pour moi, c'est l'essence de la vie, qu'on peut formuler avec des chiffres et des lettres. Ça me donne accès à tout un monde dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Les poules du projet Cosmopolitan Chicken sont des œuvres d'art qui ont aussi une utilité. La preuve se trouve dans leur sang. En croisant un maximum de races, Koen van Mechelen et son équipe ont créé des spécimens génétiquement plus forts. On a analysé tous les ADN jusqu'à la 21e ou 22e génération. Quand on observe les SNP des variations mineures du génome, on constate que l'hétérozygotie, c'est-à-dire la variabilité, augmente à chaque génération. Donc on peut dire que son idée d'introduire des gènes et des variations supplémentaires pour enrichir le génome, ça fonctionne. Ce trésor génétique créé par un artiste belge pourrait-il constituer une réponse à l'élevage intensif qui, sous sa forme actuelle, représente un grand danger pour l'humanité? À part pour certaines raisons d'apparence extérieure, la poursuite de la domestication sélective n'est utile que si elle nous aide à résoudre des problèmes mondiaux comme la famine, la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, l'accès à la viande et à quelle viande, ou autre. Voilà la piste qu'il faut creuser. Il existe justement depuis longtemps une viande qui ne nécessite ni élevage intensif ni abattoir. En général, les animaux ne font pas de bonnes usines à viande. Ça fait des siècles qu'on essaie d'en faire des machines efficaces, mais au bout du compte, leur évolution consiste surtout à développer de nouveaux moyens de survie. Si on retire les animaux de l'équation et qu'on cultive directement les tissus biologiques qu'on veut consommer, on économise énormément de ressources, de temps et d'énergie. En délaissant les organes qui ne se mangent pas, comme les becs ou les plumes, on évite d'utiliser un animal entier pour n'en manger que certaines parties. À Tel Aviv, Shir Friedman et son équipe de la start-up Supermeat cherchent ni plus ni moins à lancer la prochaine grande étape de la domestication, la viande cultivée. Une viande produite en laboratoire sans verser une seule goutte de sang. La promesse semble alléchante puisque l'être humain pourra continuer à manger du poulet rôti, du steak ou de l'escalope sans épuiser les ressources de la planète. Plutôt que de pousser les consommateurs à modifier leur comportement, l'entreprise mise tout sur la technologie qui produit une protéine animale à faible impact environnemental et contourne tous les problèmes éthiques liés au bien-être animal. Un tour de force qui évoque ce conte des frères Grimm où une casserole magique permet de cuisiner des quantités infinies de nourriture. Ce qui est beau dans ce processus, c'est qu'il est exponentiel. Le nombre de cellules double toutes les 2 heures. Imaginez que vous ayez 1000 poules adultes qui ont atteint leur poids d'abattage.
Vous en envoyez 500 à l'abattoir. Et quand vous revenez le lendemain, vous avez de nouveau 1000 poules adultes à leur poids d'abattage. Avec un animal, ce n'est pas possible. On doit l'élever et il lui faut du temps pour grandir. Mais avec des cellules, si, car elles se multiplient rapidement. C'est ça qui est beau avec cette méthode. Elle est extrêmement efficace. Aujourd'hui, les quantités produites ne permettent d'approvisionner que quelques restaurants spécialisés. Mais si les entreprises produisant de la viande cultivée connaissaient un vrai succès, l'histoire de la relation homme-animal pourrait bien entrer dans une nouvelle ère, sans vaches, ni porcs, ni poules. J'ai l'intime conviction que les animaux d'élevage ont quelque chose de spécial. On a un lien particulier avec eux, qui ne peut plus se rompre. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, ces animaux seront toujours à part pour nous. La seule chose qui pourrait changer, c'est qu'on se mette à développer des liens particuliers avec d'autres espèces. Si un jour on ne mange plus d'animaux, que deviendront tous ceux qu'on a élevés pour faire du bétail? Est-ce qu'ils vont disparaître ou est-ce qu'on développera un nouveau type de relation avec eux? Il faut couper les griffes, devant, derrière, nettoyer les glandes inguinales, vérifier les testicules et le bon fonctionnement du pénis. Quand le pénis ne fonctionne plus, le lapin ne sert plus à rien. Il n'a plus d'intérêt. On peut en faire un civet. Ulrich Frigge est éleveur de lapins à Hamm, près de Dortmund. Hans Schön est sa bête la plus remarquable, un vrai champion du monde. Ce sont des moines en Gaule qui ont domestiqué le lapin il y a environ 1600 ans, au départ pour la bonne chair. Mais Ulrich Frigge les apprécie surtout pour leurs critères esthétiques. Pelage, il y a encore du boulot. Il a eu 14,5. Couleur, 9,5. Morphologie, il ne faut pas d'os saillant. Le corps doit être bien rond. Là, il a décroché un 19,5. État des soins, 5. Au total, il a obtenu 97,5. Le meilleur score dans la catégorie des blancs à jarre noire. Dans l'élevage de lapins, rien n'est laissé au hasard. Les caractéristiques de chaque race sont définies de façon très précise et évaluées par des juges, comme au patinage artistique. Une couleur dérogatoire ou une morphologie non conforme, et la carrière du lapin peut s'arrêter avant même d'avoir commencé. Il y a peu de place pour les sentiments. Un peu d'encre. Je ne leur donne jamais de nom. S'il faut les tuer, ce sera beaucoup plus dur de se séparer d'eux s'ils ont un nom. C'est pour ça que je les appelle tous pareils. Hähnchen. On considère certains êtres vivants comme des ressources. Et de ce fait, on n'hésite plus aujourd'hui à manipuler des organismes. On pourrait presque dire que la biotechnologie est une nouvelle forme de domestication, une version plus sophistiquée, moins rudimentaire. En tout cas, elle en est le prolongement. C'est important de le comprendre. Le simple fait de créer de nouveaux êtres vivants grâce aux biotechnologies montre bien que les animaux sont encore et toujours perçus comme des ressources. On a créé les conditions qui leur permettent d'évoluer. Et je trouve ça assez formidable de penser que si ces êtres existent, c'est seulement grâce à nous. Et peut-être aussi que si nous, on existe, c'est seulement grâce à eux. En tout cas, je pense qu'on a une responsabilité envers eux. On doit prendre soin d'eux comme on prend soin les uns des autres. Voilà qui représente beaucoup de responsabilités pour des milliards d'animaux, dont l'homme n'a peut-être déjà plus besoin puisqu'il est désormais en mesure de produire de la viande de laboratoire en grande quantité.
Ils ne trouveront pas tous un maître comme Ulrich Frigge. Quand Hänschen mourra, je le ferai empailler. Et quand ce sera mon tour de partir, dans 10, 15 ans, je l'emporterai avec moi dans la tombe. Empaillé. C'est bon? Ah oui. De son côté, Kuhn von Mechelen a également du mal à se séparer de ses bêtes. Certes, les poules du projet Cosmopolitan Chicken ne finissent jamais à l'abattoir. Mais même les plus résistantes d'entre elles doivent mourir un jour ou l'autre. L'artiste conserve alors leurs cadavres au congélateur. Leur mort n'est pas synonyme de fin, mais marque le début de leur dernière transformation. C'est dans un sac en plastique que le volatile effectue le grand voyage vers sa destination finale. L'artiste belge a un projet bien précis pour son matériau. Cela représente beaucoup d'efforts pour une poule morte, mais Kuhn von Mechelen y consent volontiers. Cette poule, tout le monde s'en fiche. Mais si on la traite comme une œuvre d'art, elle prend une autre dimension. D'un coup, on se rend compte que tous les êtres vivants de cette planète ont quelque chose à raconter. Voilà un beau spécimen. Tout est joli, les plumes, la couleur, les pattes. J'espère qu'on pourra en faire une belle sculpture. Le taxidermiste Robbie Robben aide l'artiste à exprimer son message. On voit rarement des poules empaillées en dehors du projet de Kuhn. Pour la plupart des gens, une poule, c'est juste une poule. Il faut retirer tout ce qui gêne, les entrailles, la graisse et les muscles, de façon à ce qu'il ne reste plus que la dépouille, c'est-à-dire la peau et les plumes. Le taxidermiste place ensuite celle-ci sur un modèle en plastique fabriqué à l'avance. Et la poule retrouve alors sa forme d'origine. Pour moi, ça n'a rien de dégoûtant. J'interviens simplement pour redonner vie à un animal mort. Il s'agit de le remettre dans une position qui lui donne l'air vivant. Nous, les humains, on se croit toujours supérieurs. Mais en fait, d'un point de vue biologique, on est tous des animaux. Au fond, mes poules, ce n'est rien d'autre qu'une métaphore. Quand je les regarde, je me dis, le jour où on deviendra ces poules, pour moi, ce sera la fin du monde. Kuhn von Mechelen rend un dernier hommage à ses poules mortes en s'agenouillant devant elles. Peut-être que ces spécimens empaillés en Belgique représenteront bientôt les derniers vestiges d'une espèce animale dont plus personne n'aura besoin à l'avenir. Un destin funeste que le chien connaîtra peut-être un jour, lui aussi. Le quadrupède a beau avoir accompagné les humains pendant des millénaires dans la nature, il doit affronter depuis quelques années la concurrence croissante de rivaux mécanisés. Ce robot de forme animale n'a qu'un objectif, devenir le meilleur ami de l'homme à la place de son modèle de chair et de sang. Est-ce à cela que ressembleront les balades en forêt du futur ?
Depuis toujours, on considère les animaux comme des sortes de partenaires non humains. On les a domestiqués pour en faire des travailleurs, des armes ou des compagnons, pas parce qu'ils font la même chose que nous, mais justement parce qu'ils ont des compétences très différentes des nôtres. Quand on applique cette analogie animale à la robotique et à l'intelligence artificielle, à des machines qui n'ont pas non plus les mêmes compétences que les humains, ça ouvre de nouveaux horizons. Ça nous aide à voir la technologie de façon plus positive. Conçu par l'école polytechnique de Zurich, ce robot de service a été nommé Animal, avec un Y. Sa façon de se déplacer s'inspire ouvertement de celle du chien. Il est capable de monter un escalier, mais aussi de danser dès que son maître le lui ordonne. En revanche, il ne réagit pas à la parole, mais au commandement d'une ligne de saisie de ses programmeurs. Pour nous, c'est toujours une expérience valorisante quand un client qui a des problèmes vient nous voir et nous dit par exemple « J'ai des centaines de kilomètres de tunnels, mais je ne trouve personne pour aller les inspecter parce que c'est trop étroit et trop humide. Résultat, il y a des câbles qui prennent feu. » Ce sont des problèmes qu'on a parfois du mal à se représenter. Certaines personnes travaillent dans des conditions absolument terribles, simplement pour qu'on ait du courant. On se trouve face à un changement de paradigme. Un changement qui marque le début d'une nouvelle ère de coopération. Au XVIIIe et XIXe siècle, les mineurs devaient emporter un canari avec eux dans les galeries souterraines pour être prévenus en cas d'émanation mortelle de grisou. À l'avenir, ces tâches dangereuses pourront être effectuées par des robots comme Animal, aussi bien sous terre qu'en surface. Il nous faudra accorder à cette technologie la même confiance que celle que nous accordons à nos compagnons à quatre pattes depuis la préhistoire. Dès le début, on a veillé à construire des robots qui ne paraissent pas plus intelligents qu'ils ne sont. Donc on a délibérément adopté un design amical qui ressemble à un visage avec des yeux. Comme s'il disait « Je suis là pour t'aider ». On n'a pas envie que son utilisateur le prenne en grippe. Pourtant, malgré tous ces efforts de design et d'intelligence, le chien robot ne provoque pas les mêmes émotions que son modèle biologique. Face à Animal, les humains sont souvent déconcertés, parfois même terrifiés. Le robot passe moins pour un compagnon que pour un intrus, et nous ne semblons capables de nous émouvoir que pour les vrais animaux. Souvent, les robots nous font peur parce que ce sont des créatures intelligentes qui ont un système de pensée différent, un peu comme les animaux. D'un côté, on peut s'identifier à eux, mais de l'autre, ils peuvent faire des choses qui nous sont impossibles. En fait, je pense que beaucoup de gens sont à la fois effrayés et captivés. Il faut dire que c'est assez fascinant de créer quelque chose qui nous paraît aussi vivant et qui est capable de faire autant de choses pour nous. Si on arrive à se débarrasser de la panique morale que nous inspirent les robots, de cette appréhension qu'on a à les voir remplacer les humains, prendre possession du monde et nous exterminer, alors on commencera vraiment à saisir leur vrai potentiel. En l'espace de quelques années, la robotique et l'informatique ont fait d'énormes progrès. Pourtant, il manque encore à Animal l'autonomie et l'élégance naturelle des loups et des chiens qui parcourent la forêt. À l'heure actuelle, il est encore impossible de programmer ces caractéristiques. En définitive, le robot a donc plus besoin des humains que n'importe quel petit chien. Force est de constater que les animaux sont des organismes bien plus complexes que toutes les machines que j'ai pu voir jusqu'à présent. Les robots ont des compétences très limitées. Certains sont très forts, d'autres sont plus doués que les humains ou les animaux pour effectuer une tâche précise. De la même façon qu'une calculatrice est beaucoup plus douée pour calculer qu'un humain ou un animal. Mais en termes de complexité, ils sont à milieu de pouvoir rivaliser avec des organismes vivants. Alors, est-ce une aberration que de croire qu'un robot pourra un jour surpasser ces animaux que l'homme dresse depuis des dizaines de milliers d'années à satisfaire ses désirs et ses besoins? Ou sommes-nous en train de vivre les prémices d'une évolution à grande vitesse? Une accélération de la domestication, d'où émergeront des créatures qui surpasseront même les humains.
En Suisse, dans le canton des Grisons, ces interrogations semblent très lointaines. Jan de Noot vit et travaille ici, en totale harmonie avec sa jument Uranie. Pour que la relation fonctionne, il faut avant tout qu'il y ait de la confiance du cheval envers son charretier, mais aussi dans l'autre sens. On doit pouvoir se reposer l'un sur l'autre. Il faut que le cheval sache exactement ce qu'il a à faire et comment s'y prendre. Au bout de quelques années, il doit avoir intégré ça. On n'a pas besoin de grands discours, mais il est primordial de pouvoir faire confiance à son cheval. Tous les ans au mois d'octobre, l'agriculteur, ses collègues et leurs chevaux entament leur deuxième saison de travail. Celle du débardage, autrement dit le transport du bois coupé. Ici, aucune grosse machine ni aucun moteur diesel ne viennent perturber le calme de la nature et de l'automne alpin. Sans stress ni agitation, le temps s'écoule au rythme des humains et des animaux. Quand je suis dehors, je me sens beaucoup plus proche de la nature, du grand cycle de la nature. J'appartiens à un tout, auquel chacun peut apporter sa contribution. Comme leurs ancêtres avant eux, les agriculteurs s'absentent souvent pendant plusieurs jours. Leur quotidien se résume alors aux chevaux, aux hommes, aux traîneaux, à la neige et à la montagne. C'est un travail harassant, certes, mais avec des limites bien définies. Ce qui me plaît beaucoup dans ce travail avec le cheval, c'est qu'on suit le rythme de l'animal. La plupart du temps, quand il est fatigué, on l'est aussi. Alors on s'arrête automatiquement. Avec les machines, ce n'est pas toujours le cas. Travailler avec des chevaux permet également à Jan de Noot et à ses collègues de ne jamais dépasser la mesure, qu'il s'agisse de leur propre force ou des ressources de la forêt. En effet, avec la méthode du débardage, il est impossible de surexploiter la nature. Leur travail dans cette région des Alpes est parfaitement durable, aussi bien pour les hommes et les bêtes que pour l'environnement. Pour moi, tout ça doit absolument être préservé. Ce que je trouve dommage, c'est que si on ne fait rien, toutes ces connaissances vont disparaître très rapidement. Et si la génération suivante veut reprendre le flambeau, elle devra tout réapprendre depuis le début. Et ça sera beaucoup plus difficile que si le savoir a été transmis. 5000 ans après sa domestication, le cheval reste pour ces hommes un compagnon toujours inégalé. Le soir, une fois le travail accompli, le petit groupe se réunit autour d'un feu de camp. L'image semble presque sortir d'une autre époque. Jan de Noot et ses camarades de la forêt le savent bien. Pour ce genre de travail, il n'y a pas de meilleures aides que leurs chevaux. Ce serait formidable de passer plus de temps à intégrer des animaux domestiques dans le paysage, de désaffecter, entre guillemets, une partie des animaux domestiques destinés à la consommation en les remplaçant par de la viande de synthèse. On pourrait envisager un avenir où les choses seraient plus équilibrées, où l'on utiliserait moins de terres pour l'agriculture tout en gagnant au change. Même si on pouvait reproduire les tissus musculaires, le pelage ou le lait des animaux, aucun robot ne pourrait reproduire la joie dans le regard de votre chien quand vous rentrez à la maison, ni le bonheur de sentir votre chat sauter sur vos genoux quand vous êtes sur le canapé, ni le plaisir de monter un cheval ou de le regarder sauter un obstacle. Ces sensations ne disparaîtront jamais. Certains aspects changeront peut-être, mais ces animaux font partie de nous et ils continueront de nous accompagner.
L'histoire de la domestication n'est pas terminée. Au contraire, l'heure est venue de repenser cette relation symbiotique, vieille de plus de 10 000 ans, entre les humains et les animaux d'élevage. Et par la même occasion, de trouver la meilleure issue à cette crise dans laquelle l'humain s'est précipité tout seul. Aujourd'hui, la question de la place des animaux se fait plus pressante que jamais. Pour moi, c'est tout à fait logique d'avoir une poule empaillée exposée comme une sculpture dans un musée. Comme ça, on peut la placer au milieu des autres œuvres d'art. Et les gens se demanderont sans arrêt, mais qu'est-ce que cette poule fiche ici ? Il incombera à chaque visiteur de trouver la réponse par lui-même. Mais il y a au moins une chose qui est sûre et certaine pour l'artiste. S'il y a une leçon à tirer, c'est qu'on doit apprendre la modestie et changer notre regard sur les autres espèces. Jusqu'à présent, on ne s'est intéressé qu'à la nôtre, parce qu'on a ce cerveau et parce qu'on s'est donné le nom d'humain. Mais on doit comprendre qu'il faut aussi respecter les autres formes de vie. Cette poule transformée en œuvre d'art nous rappelle que nous devons prendre soin de nous-mêmes, mais aussi des autres espèces animales à qui nous devons tant. La poule idéale, c'est celle qui conquiert son environnement et qui s'y sent en parfaite harmonie. Et pour les humains, c'est pareil. À l'heure actuelle, nos vies n'ont jamais été aussi peu en harmonie avec leur environnement. Et rien ne l'exprime plus clairement que notre relation avec les gallinacés. Si vous me demandez quelle poule je préfère, je vous répondrai que je les aime toutes. Quand on parle de la vie, qui est le thème de ce projet, on ne parle pas de son esthétique, mais de sa force. Il faut mordre la vie à pleines dents. Il faut l'aimer. Dans le musée de Kuhn von Mechelen, chaque animal est une œuvre d'art. La domestication des animaux reste sans doute l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de l'humanité. Elle a transformé aussi bien les humains que les animaux. Et elle a créé un lien entre eux que l'humanité perpétuera jusqu'à sa propre extinction.